Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Christophe. Comment vas-tu? Super bien, Nicolas. Bonjour et merci de m'accueillir à nouveau. C'est un plaisir. Plaisir partagé. La dernière fois, on avait parlé de la menace, l'importance de l'analyser correctement. Et à travers nos conversations, il est ressorti le fait qu'il faudrait aussi parler de l'outillage qui est associé à l'analyse de risque plus large parce que ça a des avantages et ça a des inconvénients. Donc, de remettre ça en perspective justement pour qu'on puisse en tirer le plus grand bénéfice et de, si possible, ne pas tomber dans les pièges associés. Fait que je vais te laisser commencer avec ça. Ouais, complètement. L'outillage d'analyse de risque et des risques sont essentiels en cybersécurité, parce que ça permet aux organisations d'identifier, d'évaluer, de prioriser des menaces potentielles, dont on a parlé la dernière fois, qui pèsent sur les systèmes d'information. En comprenant ces risques, les entreprises peuvent mettre en place des mesures avec des plans de traitement qui peuvent être plus ou moins automatisés et pouvoir cadrer un certain nombre de choses. Il peut y avoir des erreurs qui sont faites, effectivement. Il peut y avoir aussi une qualité d'outillage. Il peut y avoir plein de choses dont on va discuter. Et effectivement, ce sont des choses qu'il faut dérouler parce qu'il y a différentes catégories. On a évidemment les méthodologies qui peuvent être impactantes. On a les plateformes de gestion qui peuvent être impactantes. On a aussi les moyens de l'entreprise à mettre en face. On pourra comparer, on pourra discuter des fichiers Excel versus les outils. On a aussi des outils annexes qui peuvent être complémentaires, comme des outils de détection, des outils d'analyse comportementale qui peuvent être complémentaires, qui vont plutôt donner des inputs pour les autres. Donc effectivement, tout ça, c'est un écosystème qui est important à prendre en compte. Oui, puis bon, l'outillage, on n'abordera pas des outils spécifiques, outre le fait de parler de Excel et ce qui est des outils qui sont dédiés à ça. Là. On n'est pas là pour faire la promotion de quoi que ce soit. J'en ai utilisé plusieurs outils. J'ai utilisé des Excel aussi également dans ma carrière, probablement que toi aussi. De ces outils, puis là, je vais faire mon énoncé, c'est un élément structurant pour aider l'analyste à faire son travail et à ne rien oublier. Fait que pour moi, ma prémisse de base, et je vois d'un très bon œil l'outillage justement pour nous aider et conserver et pérenniser l'information qui sont sensiblement pour moi le point positif et très utile de ces 10 outils-là. Alors oui, c'est vrai que leur efficacité, elle dépend de leur utilisation, hein, effectivement, mais l'intégration intrinsèque de différentes choses permet effectivement d'avoir un cadre, de ne pas oublier certains passages, de jalons, des méthodes aussi de calcul qui peuvent être aussi standardisées, ça évite aussi parfois des erreurs. Donc ça permet la précision, des scores de risque qui peuvent être générés automatiquement. Alors ça peut aussi donner un faux sentiment de sécurité et se reposer un peu trop, mais ça on pourra en dérouler un petit peu après. Ça permet de contextualiser, ça permet aussi de transférer le travail, puisque du coup on sait que le cycle de vie d'une analyse elle est aussi sur du long terme, c'est itératif, donc c'est vrai que il peut y avoir un consultant qui travaille sur le sujet et puis un autre qui reprenne ou etc. Donc du coup l'outil permet aussi de, comme tu disais, de le stocker, de le conserver, de pouvoir le réitérer, et même si c'est une autre personne qui prend derrière, du coup d'avoir quelque chose qui comprenne, qui soit compréhensible, intelligible et qui puisse reprendre le travail de celui d'avant beaucoup plus facilement, comme tu disais, qu'un fichier tableur qui va être peut-être beaucoup plus difficile à essayer de comprendre la formulation, comment ça a été écrit, etc. Effectivement, ça ce sont tous les aspects positifs. Plus loin sur cet élément-là, puis pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, quand on est dans un contexte peut-être un peu plus artisanal, quand on fait de l'analyse de risque, le problème, c'est quand on change d'interlocuteur qui exécute, ils ont tendance à vouloir reprendre ou repartir de zéro. Donc, on perd beaucoup le gain ou les améliorations que ça peut apporter. Donc, parce que chaque analyste a sa saveur à lui. Donc, si on n'a pas un cadre plus rigide, disons, qui est apporté par l'outil, celui-ci va avoir tendance à vouloir réinventer, donc de retourner un peu, à mon avis, en arrière, donc de perdre du temps et de perdre la valeur que les analyses de risque ont sur le temps, parce que c'est vraiment dans le temps où on a des gains, qu'on est capable de mesurer les choses. Et si à chaque fois qu'on change d'équipe d'analyste, on retourne à zéro puis on recommence au départ, on n'a pas de gain substantiel qui est notamment un des avantages d'analyse de risque. Complètement. Les feuilles de calcul, c'est vite volumineux, c'est difficile à gérer. On a aussi un problème de sécurité qui peut se poser, de partage de droits, etc. Et c'est vrai que suivre, ne serait-ce que
plusieurs analyses de risque ou plusieurs risques dessus, on va forcément avoir tendance à d'ultra personnaliser. Et ça va être extrêmement difficile de le reprendre derrière. C'est pour ça que très souvent on repart de zéro, parce que on va passer certainement plus de temps à essayer de comprendre ce que la personne a fait, essayer de comprendre ses formules, et on aura toujours un œil qui va être challengeant en disant ah mais si on avait fait une autre formule de manière différente, il a oublié ci, il a oublié ça, là ça fonctionne pas parce qu'il suffit qu'on ait plus la même version ou le même droit, etc. C'est extrêmement chronophage. Donc du coup effectivement parfois il est plus facile de repartir, et là je te suis complètement. Mon expérience aussi montre que repartir de zéro à chaque fois, on ne bénéficie pas de ce côté itératif qui est vanté par l'ensemble des méthodologies aujourd'hui, où on a des cycles des fois jusqu'à 3 ans, où on peut facilement réitérer, l'améliorer, suivre aussi l'évolution des anciennes, hein, puisque on parle de mitigation, mais c'est vrai que quand on a aussi, on arrive à suivre cette évolution, ça nous permet d'avoir un axe d'évolution, une vélocité, on a tout ça qui le permet. Les outils le permettent effectivement beaucoup plus facile que de calculer. Je vais rebondir sur ce qu'on a parlé la dernière fois, puis notamment l'évolution des menaces est un exemple très frappant du besoin d'avoir un outil stable, du moins, pour avancer, parce que l'évolution des menaces vont changer. Donc, si à chaque fois, il faut réexécuter l'analyse de risque au complet parce que la menace a changé, ou on n'est pas capable de la voir évoluer avec le temps, on perd les avantages de ce qu'on parlait, d'être capable de suivre l'état du marché ou dans lequel les menaces vont évoluer, parce que les moyens techniques vont changer, parce que les groupes organisés vont changer, parce que les acteurs étatiques vont changer ou les appétits de ceux-ci vont changer. On fait juste regarder le fait de la guerre en Ukraine, qui est déjà de quelques années, d'un temps où les Russes avaient peu d'intérêt pour un certain nombre de secteurs ou de certains pays en termes de volume. La guerre en Ukraine a changé la donne, donc a mis des entreprises et des pays plus à risque, si on veut. Donc, ont changé la nature de la menace. Donc, ces outils-là nous permettent de pivoter et de le suivre à travers le temps. Donc, pas de dire, oui, il y a un risque immense maintenant qui a changé, puis on est capable de voir pourquoi le risque a changé. Et notamment, dans ce cas-ci, c'est la menace qui a changé. C'est pas une explosion de vulnérabilité, par exemple, ou un autre aspect de l'analyse de risque qui a évolué avec le temps et qui nous permet d'avoir une vision claire et de continuité. Complètement, ça te permet effectivement, avec le recul, d'avoir ces éléments-là, de les faire ressortir. Et je prends le même exemple avec aussi les réglementations, parce que du coup tes réglementations aussi elles évoluent comme tes menaces, et du coup le rapprochement que tu fais sur les menaces il est bon, et on peut faire le même sur l'évolution des réglementations qui sont du coup intégrées et mises à jour dans ces outils. Et du coup effectivement d'une version à l'autre, d'une année à l'autre, on pourrait très bien avoir une réglementation qui change, qui évolue. Ça expliquerait aussi peut-être des plans de traitement différents, des coûts supplémentaires ou des gains, voilà. Et du coup effectivement si on met la menace, l'évolution de la menace plus l'évolution des réglementations, et du coup Dieu sait si c'est en ce moment on en a beaucoup, c'est une période vous en avez beaucoup, nous on est un peu moins dans cette... vous êtes suractifs en termes de réglementation, là, toutes les affaires DORA, NIS2, tout ça qui apparaît, puis DSA, vous avez vraiment un très grand registre, il me semble. Les gens vont on aime beaucoup écrire. On aime beaucoup écrire. En tout cas, en Europe, il y en a l'apparition d'énormément de choses. Là, ils ont été suractifs. Ça va avoir l'effet Bruxelles, fait que tranquillement, ça va se propager à travers le monde. Donc, nous aussi, on va y toucher. On a déjà des équivalents du RGPD au Québec. On était censé l'avoir au Canada. Et toutes ces réglementations-là vont continuer à descendre, et ça va avoir un gain aussi pour nous à terme pour nouveaux réglementaires. Complètement. Donc, du coup, effectivement, on fait le parallèle. Effectivement, donc ça permet aussi de suivre ces évolutions-là et de comprendre pourquoi un risque peut être plus ou moins différent en fonction de l'époque. Effectivement, c'est pas forcément toujours à cause des attaques, mais ça peut être aussi à cause aussi de la réglementation qui change. Donc ça veut dire des efforts aussi, des exigences qui vont nous être poussées pour les résoudre. Donc forcément, on va pouvoir aussi agir plus. Donc ça permet d'avoir ça en perspective, et de les suivre beaucoup plus facilement et de faire des mises à jour beaucoup plus simples, et éviter que tout le monde mette un petit peu sa patte dedans, et ça permet aussi de faire moins d'erreurs du coup, effectivement.
Oui, puis à ça, on est du côté de l'analyse, mais il y a aussi tout le suivi des mesures correctives qui sont déployées ou des gabarits, des templates qu'on peut utiliser justement pour nous aider à accélérer les plans de rémédiation, parce que c'est ça aussi, l'analyse de risque, c'est des suivis de mesures correctives qui nous amènent à aller vers le mieux, si on veut, justement pour avoir des gains. Bah, oui, parce que du coup, effectivement, ça va permettre d'évaluer sur différents angles. Ça va permettre de faciliter, favoriser la collaboration également. Ça va permettre de s'intégrer aussi avec d'autres outils aussi, parce qu'il y a aussi des possibilités de pouvoir connecter pour certains d'entre eux d'autres outils, donc d'avoir de meilleurs inputs aussi, et pas que humains, et d'avoir aussi un reporting beaucoup plus efficace, parce que c'est vrai qu'on parle de l'analyse, mais aussi il y a une prise de décision qui va avec le plan de traitement que tu évoquais, et la résolution de ce traitement des risques. Donc du coup, dit traitement, dit décision, et du coup c'est vrai que avoir un dashboard, un reporting au niveau de l'exécutif qui va prendre des décisions pour choisir tel ou tel investissement, lui permet d'avoir une vue globale, lui permet d'avoir une vue historique de ses investissements et des choix qu'il doit prendre au niveau stratégique et financier. C'est effectivement un gros atout aujourd'hui. Oui, puis je vais rebondir sur ton aspect d'intégration, puis je l'aime beaucoup. Pour moi, c'est un peu plus récent dans ma carrière d'avoir la chance de travailler des outils qui sont d'intégration plus large, disons, ou qui vont puiser des sources de données qui permettent justement d'alimenter l'outil. Donc, dès lors, d'avoir une certaine déjà pré-remplie, tout ce qui est les actifs de support, les actifs business et ainsi de suite. Donc, d'avoir ces informations-là pré-remplies, c'est très important. Puis ça nous change aussi de l'aspect très artisanal des chiffriers Excel où on devait à chaque fois reprendre tout et recommencer de zéro, parce que c'est un peu ça l'aspect du chiffrier Excel. Quand on arrive plus dans des outils mécanisés qui ont des bons niveaux d'intégration, c'est un gain en termes de temps qui est immense dans le travail de l'analyste, parce qu'on n'a pas à reposer des questions, on n'a pas à refaire. On est déjà capable de pré-remplir ou de remplir déjà à partir des bases de données qui sont stabilisées. Et en général, pour les entreprises les plus matures, déjà dans des CMDB qui donnent des actifs et tout arrive tout automatiquement et redescend de façon importante. Tu parlais des cadres réglementaires, la même chose. Les cadres réglementaires descendent automatiquement dans des éléments d'analyse et sans avoir à faire un effort manuel de devoir soi-même de réappliquer les nouveaux cadres réglementaires. Là. Puis en Europe, c'est un travail à temps plein de réintégrer les cadres réglementaires, mais si on peut éviter de l'avoir à faire à chaque analyse, de le faire une fois pour toutes ou de le propager automatiquement à l'ensemble de ce qui a déjà été fait, on a des gains énormes en termes de performance. Oui, mais oui, parce qu'effectivement, tu parlais de ça, mais effectivement, quand on a les cartographies, quand on a les assets inventory, quand on a tous ces éléments qui remontent, c'est un gain de temps énorme. Alors, ne serait-ce qu'il y a le gain de temps de recherche de ces éléments-là, mais de mise à jour aussi, parce que la vie d'une entreprise au niveau du source d'information, il vit, il évolue, il y a un cycle, il y a des changes qui se font. Donc effectivement, la liste où l'analyste a pris du temps pour réussir à l'avoir, une fois qu'il l'a digéré et réussi à l'importer, presque j'ai envie de dire qu'il y a au moins un tiers qui est plus à jour déjà. Donc c'est vrai que non, mais on l'a tous vécu. Oh oui, tout à fait. On l'a tous vécu, c'est l'enfer. Parce que oui, ça fait mal, puis on est obligé de recommencer. Puis en plus, le pire, c'est qu'en plus, quand on va présenter le rapport, on va se faire dire ouais, non, mais c'est plus valide. C'est ça. Là, on perd la crédibilité du rapport parce que l'information sur laquelle on s'est appuyé est déjà invalide rendue au moment de présentation. Et du coup, on remet presque en doute la capacité de l'analyste ou du consultant, alors qu'au final, c'est pas tout à fait de sa faute. En tout cas, qu'en toute petite partie. Donc, du coup, effectivement, d'avoir tous ces éléments-là qui sont mis à jour, c'est un confort pour la personne qui travaille, deux, un meilleur résultat pour celui qui est décisionnaire, et pour les équipes métiers, ça leur permet d'avoir vraiment une idée de ce qu'ils doivent mettre en place pour résoudre les risques dont ils sont honneurs. Ouais. Complètement. Ouais. Puis même, en plus, par des équipes métiers, c'est encore plus, en termes de crédibilité pour l'analyste, d'arriver avec des choses pré-remplies que de devoir improviser, aller chercher l'information avec les équipes métiers. Ça a un point de vue relationnel. Puis en général, ces équipes métiers sont déjà surchargées. On doit leur imposer des activités supplémentaires qui vont
pas favoriser leur pleine collaboration ou leur pleine sérénité dans l'exercice, c'est moins bon. Donc, si on est capable de les avoir en amont, capable de faire, puis d'expérience, il y a un gain de énorme, en tout cas à mon sens, de collaboration de la part des métiers quand on arrive avec quelque chose déjà de pré-rempli, déjà des choses crédibles. Et ça, parce que moi, ça a une perception d'augmenter la crédibilité de l'analyste. Ouais, je suis d'accord avec toi, je l'ai constaté également. Ça permet de personnaliser beaucoup plus. Ça permet aussi d'avoir une proactivité qui est bien meilleure parce que du coup, on répond à leurs besoins immédiats et pas un besoin qui date de 6 mois ou quand on arrive, la première, et je pense que pas être le seul à l'avoir vécu, mais quand on arrive, on a un process qui est plus à jour, qui n'existe plus. On a des assets qui sont à un tiers et ne plus existants. Du coup, effectivement, le début de la conversation est compliqué avec la personne. Alors que si vraiment on a tout ça qui est mis à jour à l'amont, on peut se concentrer sur son métier et il peut nous expliquer son métier. On peut comprendre ses vraies problématiques et plutôt le temps qu'on a, on va être à son écoute. Et c'est là que tout le travail du consultant revient sur un travail un petit peu plus noble, c'est-à-dire l'analyse humaine de ces éléments-là. Et on peut se concentrer là-dessus et du coup, c'est une vraie plus-value parce que du coup, effectivement, on a des données d'entrée, on a quelqu'un sur qui on a l'écoute et on peut se concentrer sur une vraie analyse, une vraie expertise. Et ça, c'est quand même notre cœur de métier à la base. C'est quand même pour ça qu'on est là. Ah oui, absolument. Puis c'est là aussi où la valeur de l'analyse de risque est décuplée pour l'organisation et l'aide à cheminer. Tu parles de tableau de bord pour la gestion, les KPI qui sont nécessaires pour favoriser les investissements aux bons endroits. Puis on a beaucoup, beaucoup d'avantages à avoir un outil versus des chiffriers Excel pour la plupart. Donc, ça, les gains pour moi sont énormes. Puis en plus de guider l'analyste pour être sûr qu'on n'oublie rien et qu'on fait tout. Cependant, il y a un revers à ces éléments-là, puisqu'on a, comme humain, des fois un peu de fainéantise qui peut nous amener vers des mauvaises habitudes qui sont liées à l'usage d'un outil. Alors oui, effectivement, ça peut nous donner une illusion de précision permanente. Ça peut c'est-à-dire que on va avoir un faux sentiment de sécurité qui se repose, du coup, qui vont plus être objectifs. On va avoir un manque de contextualisation, hein, puisque du coup, effectivement, on va arrêter de faire cette analyse, on va se concentrer sur la capacité de l'outil. On va aussi moins remettre en cause aussi les données, la façon logique dont c'est organisé. On va avoir tendance à suivre simplement une checklist. On va se baser, on va aller moins vérifier, challenger les données historiques. Ça, effectivement, ça sont des côtés. Ça va aussi impacter aussi la formation. Il faut s'assurer d'une montée en compétences continue parce que l'outil aussi, lui, évolue. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles fonctionnalités qui vont apparaître. On va avoir peut-être aussi tendance à rester sur les fonctionnalités qu'on a l'habitude de traiter. Et c'est vrai que s'il y a une mise à jour de l'outil avec des nouvelles fonctionnalités, parfois on peut passer à côté parce qu'on va avoir l'habitude de le traiter toujours de la même manière. On va peut-être moins personnaliser effectivement l'outil parce qu'on va se laisser guider dessus. On va avoir peut-être aussi tendance et là aussi c'est un débat intéressant, je pense. C'est aussi peut-être d'avoir pour les sociétés de prestataires, avoir l'impression de pouvoir mettre un consultant peut-être moins expérimenté, parce que justement il y a un outil qui va le guider et du coup c'est plus facile. Il n'a pas besoin d'expérience. Et ça c'est une erreur que certaines sociétés font, c'est qu'effectivement on se dit de toute façon c'est guidé, même un jeune peut le faire, il suffit qu'il suive. Bon, ça peut être aussi un risque aussi, donc il y a un risque des deux côtés. Oui, absolument. Puis ça, je vais rajouter là-dessus pour effectivement, je l'ai déjà vu. Puis d'expérience, puis ce que j'aime beaucoup dans certaines sociétés, la façon de l'approcher, parce que dans bien des égards, on laisse l'analyste tout seul, puis c'est lui qui s'en va avec son couteau et son fromage, puis il s'en va à la guerre avec ça pour faire l'analyse de risque. Et justement, quand on met un junior, quelqu'un d'inexpérimenté, on n'a pas de gain. L'outil ne remplacera pas l'expérience. Dans des organisations plus matures, ce que je vois, c'est qu'ils fonctionnent en binôme. Puis ça, par expérience, le gain est énorme. Généralement, on va mettre quelqu'un d'expérimenté avec quelqu'un de moins expérimenté pour qu'il y ait transfert, parce que c'est comme un objectif.
humaine à travers ça, mais en même temps, on va éviter justement ces travers-là de faire ça. Fait que l'outil ne sert pas à remplacer le senior qui est présent, il fait juste accélérer le travail du senior et aider le junior à progresser plus rapidement, c'est ça, d'être moins pris dans la technique, d'être plus pris dans l'analyse, puis c'est tout ça la valeur de l'analyste ou du consultant qui vient accompagner pour une analyse de risque, parce que c'est ça qu'on paye, c'est la valeur qui est apportée et non l'usage de l'outil. Exactement. C'est d'assurer la montée en compétences qui est continue, être capable d'interpréter correctement aussi les données qui en ressortent, de pouvoir challenger aussi en se disant bah tiens là il y a quelque chose qui est anormal. Est-ce que l'outil finalement il y a eu un problème de configuration? Est-ce qu'il y a quelque part on a arrêté quelque chose? Donc c'est aussi ça d'être capable de challenger aussi les outils et de l'expliquer et de pouvoir l'expliquer. La plus grosse difficulté c'est de l'expliquer ou quand on arrive devant l'exécutif, un chef de projet ou un ciseau, c'est de pouvoir lui dire bah voilà l'outil ressort ça parce que à tel endroit on a mis telle valeur, parce que vos équipes ont considéré qu'effectivement ici il y avait plus ou moins de risques pour telle ou telle raison, et c'est ça la vraie, c'est l'interprétation du résultat de l'outil. Et ça, effectivement, il faut le côté binôme est assez important. Et puis, on est toujours dans l'esprit de transmission, de montée en compétences, et c'est important qu'on puisse s'impliquer à tous les niveaux de l'organisation et renforcer. Au final, ça renforce la résilience, la capacité de l'outil. On pourrait même imaginer, certaines entreprises le font, d'outillage, que ces retours-là de ces experts soient pris en compte. Il y a des sociétés qui le font, qui prennent en compte le retour, qui prennent le temps en fait d'appeler les experts, donc leur disent bah voilà qu'est-ce qu'on peut améliorer dans l'outil, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Et ça c'est assez intéressant de pouvoir faire ce retour à ses éditeurs, de pouvoir leur expliquer effectivement bah tiens là il manque peut-être telle fonctionnalité, peut-être que là il manque tel bouton, peut-être que, et ça c'est aussi notre rôle en tant qu'expert ou senior comme tu disais, de pouvoir faire ce retour là. Peut-être qu'un junior n'aura pas le recul de le faire, il va simplement suivre le cadre, donc et c'est bien de les emmener et de leur montrer qu'effectivement c'est pas parce qu'il y a un outil qu'il faut pas hésiter à le challenger et même l'améliorer. Et moi ça m'est arrivé, je me vu dans des équipes le faire, et du coup en général les éditeurs sont super contents, et ça améliore pour tout le monde, ça améliore pour le client, ça améliore pour l'organisation, pour le métier, pour le consultant qui va améliorer son travail et pour l'éditeur qui améliore son produit. Donc au final si on pense team, si on pense écosystème cybersécurité, on est tous à y gagner. Oui, puis c'est ça. J'aime bien le fait que tu amènes l'esprit d'écosystème, parce que c'est ça qu'on est. On travaille pour le bien collectif. Et cette contribution, puis c'est pour moi plus nouveau dans ma carrière d'avoir la chance de parler avec des éditeurs pour améliorer leurs produits, justement, par rapport à mon expérience terrain, de voir ce qui, moi, pourrait améliorer mon expérience d'analyste, mais en même temps, l'expérience de rendu de rapport, le rendu d'explicabilité, le rendu d'éléments comme ça pour les différentes parties prenantes dans un contexte d'analyse. Donc oui, puis c'est agréable, en plus de voir le changement se matérialiser et de redescendre, est très, très pratique comme chose. Puis là, on a un gain, puis des outils qui sont plus véloces ont cet avantage-là de prendre une plus grande adoption sur le marché, puis justement de nous amener collectivement ailleurs pour faciliter notre travail. Puis j'aime bien ton exemple aussi d'exécutif. Ben, faut être capable de l'expliquer, ce rapport-là. Et si on se laisse porter par l'outil par lui-même ne sera jamais capable d'expliquer. Parce que si on va si on prend l'exemple d'une approche EBIOS, par exemple, quand on arrive dans les scénarios, ce qui est l'équivalent des ateliers 3 et 4, il faut qu'on soit capable d'expliquer c'est quoi les scénarios qui ont été retenus et pourquoi ils ont été retenus. Puis là, le pourquoi devient important. L'outil ne donnera jamais le pourquoi associé à toute cette réflexion-là de l'analyste. Oui, et puis et alors effectivement sur cette partie-là, c'est important. Pourquoi on a choisi tel ou tel scénario, pourquoi on a l'imaginé, et même dans le plan de traitement, ça peut arriver que des fois des simples mesures organisationnelles suffisent. On s'attend toujours à avoir plein de mitigations techniques, et ça c'est vrai que j'ai vu aussi certains qui mettaient directement les mitigations et les
tout ce qu'on pouvait trouver sur Mitrattack dedans. C'est facile, effectivement, tu cliques et ça sort la résolution directement. Donc ça, c'est très bien, c'est pratique pour toute la partie technique, mais des fois on a des mesures organisationnelles qui peuvent régler le problème mais qui coûtent pas très cher, et ça effectivement l'outil il sera pas capable de faire la différence. Lui il va réinjecter ce qu'on lui demande, et s'il a une base il va l'utiliser, ce qui est normal. Donc si on n'utilise que cette base là, il va être limité à ça, et du coup c'est vrai que l'aspect de dire oui, ok, là on a un problème technique mais qui peut être résolu par une organisation différente ou une formation, des choses comme ça, du coup ça c'est une vraie plus-value qu'on amène aux clients, parce que du coup c'est pas toujours, la solution est pas toujours technique. Ça peut être plus que d'accord avec toi pour le nombre de fois où j'ai vu des pirouettes techniques d'une complexité sans nom pour régler un problème qui, on a juste de rajouter un processus humain dans l'ensemble, était beaucoup plus facile, moins coûteux, et nous permettait d'arriver exactement à la bon contexte de sécurité qui était et de risque qui était voulu par l'organisation. Et juste par là, j'en ai un exemple assez récent, juste un changement de processus a réglé le problème d'une analyse de risque qui était quand même assez désastreuse en l'occurrence. Ah oui, mais ça, effectivement, et d'où l'intérêt de revenir sur ce qu'on se disait tout à l'heure, de parler avec le métier, parce que finalement, c'est celui qui est au quotidien dans son process métier qui va souvent avoir les solutions les plus simples, et qui souvent a du mal à se faire entendre de la partie IT et SSI, et qui souvent, donc quand on prend le temps de les écouter, de discuter un petit peu avec eux, ils disent mais la solution j'ai déjà proposé plusieurs fois, on m'écoute pas. Et donc du coup effectivement de pouvoir entendre ça, de pouvoir l'améliorer, d'enlever la ligne technique dans le plan de traitement, dans finalement ce scénario-là, on a discuté avec le métier et on a, avec notre expérience, notre expertise, on a trouvé une solution simple, efficace. Le process n'existait pas, il suffit de le créer et on propose quelque chose, et ça règle très souvent les problèmes, et ça remet tout le monde d'accord, et ça remet aussi tout le monde sur la même ligne, parce que sinon il y a un fossé qui se creuse entre l'IT, la SSI et le métier, qui se disent d'un côté je suis pas écouté, de l'autre côté ils comprennent pas ce que je suis en train de leur expliquer, et du coup au fur et à mesure le fossé se creuse. Donc à un moment donné finalement, moi j'ai envie de dire que l'analyse de risque elle est belle pour ça, parce qu'elle permet de remettre tout le monde autour de la table, et en tout cas moi c'est ce que j'y trouve. Oui, absolument. Puis l'outil, puis pour un peu boucler sur l'outil, c'est un moyen pour nous aider à mieux rouler le processus d'analyse de risque dans l'organisation et d'arriver au bénéfice que tu mentionnes, c'est-à-dire d'être la colle qui permet de réopérer, de réécouter les gens. Et donc, l'outil ne doit pas remplacer cet élément-là parce qu'il n'est qu'un accélérateur ou un élément supplémentaire pour aider l'analyste à être plus dans la cohésion du groupe que de servir. Puis les rapports préfaits, on l'a vu avec les tests d'intrusion, notamment d'outils, ça a une limitation très grande. Puis on a notamment donné des limitations très importantes des outils d'analyse de risque aussi. Là. Oui, effectivement. Alors c'est vrai que du coup, il faut, moi ce que je recommanderais, ce serait de bien former déjà les utilisateurs, les équipes. Ça serait d'impliquer toutes les parties au maximum, les parties prenantes, documenter les processus dont on parlait. Ça permettrait aussi, on pourrait aussi solliciter les retours des utilisateurs, analyser les retours sur investissement. Il y a également, on peut parler dans le choix de l'outil, d'avoir quelque chose de l'interface qui est intuitive, ergonomique, la capacité à se personnaliser, la flexibilité des connexions, on en a parlé, cette capacité de reporting et de visualisation de tableaux de bord ou d'interprétation de données, de collaboratif, parce que effectivement ça permet aussi de pouvoir partager des données confidentielles dans un environnement sécurisé. Une capacité d'évolution qualitative au fil de l'eau, et de rester malgré tout en veille, parce que des outils peuvent s'améliorer, mais aussi peuvent
aussi les éditeurs aussi peuvent rater le coche, hein, et puis ils peuvent aussi ouvrir des fonctionnalités qui sont incongrues et qui sont finalement vont complexifier. On pourrait imaginer un outil qui fonctionne et d'un seul coup, pour des raisons d'ergonomie, de coût, de maintenance, de suivi, changerait complètement sa façon d'être présentée et qui du coup deviendrait compliqué à utiliser, ou en tout cas plus complexe à utiliser. Donc il faut aussi faire attention à ça. Ça c'est aussi un petit peu important. Et puis les mises à jour des outils, la documentation et le process dans lequel ils sont associés. On peut pas imaginer implémenter un outil, utiliser un outil sans tout ce travail en amont. Et ça doit être itératif comme l'analyse au final. Je pense que ça va avec la vie du change de l'organisation. On fait des changes constamment pour les systèmes, pour les applications dans lesquelles on travaille, les outils, et du coup celui-là en fait partie, mais avec une vision peut-être un petit peu différente, c'est qu'elle crée le lien, et surtout c'est un outil décisionnel, il faut pas l'oublier. Dans la plupart des réglementations, normes ISO ou autres, souvent on part des risques pour pouvoir dériver des politiques, dériver des documentations, etc. Donc c'est quand même quelque chose d'engageant, d'impactant. Ce choix-là, il n'est pas anodin. Il n'est pas anodin. Il faut prendre le temps de le faire correctement. Effectivement, c'est un très bon récapitulatif ce que tu viens de faire sur l'ensemble de ce qu'on a parlé jusqu'à présent. Aurais-tu d'autres choses à ajouter sur l'outillage en analyse de risque, ou cela vient vraiment bien cerner le sujet? Non, effectivement, je pense on a fait le tour là-dessus sur l'ensemble. On a parlé de la formation, on a parlé du budget, on a parlé des tests. Non, je pense qu'on a réussi à faire le tour sur cet outillage qui ne reste qu'un outil. Donc pas oublier aussi, si on veut finir sur une note humaine, l'humain a toujours utilisé un outil du plus long, et c'est ce qui fait ça a une grosse différence avec le monde du vivant, hein, une grosse partie. C'est quand il a été capable d'utiliser un outil. Ça n'a pas empêché son évolution et la façon dont tu utilises l'outil. C'est pas parce qu'on a un outil qu'on peut ne mal l'utiliser, et pour l'analyse de risque c'est pareil, on peut avoir un outil, on peut mal l'utiliser, donc l'outil n'empêche pas la prudence. Merci énormément pour ton temps, pour ce partage. C'est toujours très intéressant de ramener ces choses-là. Puis dans un contexte, je pense qu'on publiquement n'en parle pas suffisamment de ces différents composants de l'analyse de risque, justement. Fait que je te remercie encore une fois. Merci beaucoup, Nicolas. Avec grand plaisir.